Ah, la WCW, quelle entité absolument légendaire! Et oui, on vous parlera souvent de cette période qui était les Monday Night Wars, où Raw et Monday Nitro s'affrontaient chaque lundi pour la guerre des audiences, et des deux côtés, il y avait forcément des catcheurs de talent. Côté WWE, on peut bien sûr nommer des catcheurs comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, l'Undertaker, Triple H. Mais quels sont les catcheurs qui symbolisent cette WCW si féroce à l'époque, si violente dans la guerre des ratings? Eh bien, vous allez voir dans cette vidéo que certes, on a quelques catcheurs de cette période, mais que la WCW, c'est surtout une entité qui est encore plus vieille que ça, et qui nous a fourni certaines des plus grandes stars de l'histoire du catch. Bienvenue dans ce nouveau point catch, bienvenue dans ce mois de février qui s'annonce extrêmement complet niveau contenu, même s'il n'y a que 28 jours, on va essayer de charbonner un petit peu côté Dr Wrestling. Merci à tous ceux qui s'abonnent d'ailleurs, qui like et qui commentent, c'est vrai que je le dis pas souvent, je vous remercie pas assez par rapport à toute l'implication que vous avez sur cette chaîne, donc voilà, un grand merci à tous, et on continue donc, et cette fois-ci, on parle des catcheurs qui représentent la WCW. Et allez, on démarre immédiatement avec le premier nom dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est un nom absolument iconique, absolument connu, puisque c'est également l'un des catcheurs qui représenterait sans doute la WWE si on décidait de faire ce genre de vidéo, pour sa globalité, son entité en globalité, la WWE. Eh bien les amis, je vous parlais maintenant de Hulk Hogan, bien entendu le Hulkster qui fin 93, enfin mi-93, début 93, à la WWE commence à sentir un peu le vent tourner. On s'intéresse de moins en moins au gentil Hulk Hogan, on mise un peu plus sur la jeunesse, il y a également le procès des stéroïdes qui met Vince McMahon et Hulk Hogan dans l'embarras du coup. Donc voilà, Hulk Hogan et la WWE, ça se termine à peu près à mi-93, après un dernier règne de champion, une dernière tournée. Et Hulk Hogan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite signer à la WCW un an plus tard, en 1994, et avec un renouvellement de personnage absolument dantesque. Puisque oui, ce bon vieux Hulkster, au départ, il démarre en tant que Hulkamania, jaune et rouge, signature de contrat à Disney World, enfin c'est la folie, les gosses sont contents parce que c'est quand même Hulk Hogan, machin. Sauf qu'après 94, 95, 96, ça commence un peu à se tasser parce que les fans, globalement, ils en ont encore marre de Hulk Hogan. Imaginez, à l'époque, Hulk Hogan, ça commence en 84, 85, donc là, ça fait déjà 10 ans que le mec campe absolument le même personnage, qui fait absolument les mêmes gestes, et forcément, les enfants de 85, qui avaient 5, 6 ans, 7 ans, et aujourd'hui, en 95, ils ont 17, 18 ans, 19 ans, et ce qu'ils veulent, c'est écouter Nirvana, et puis écouter du hard rock, faire des folies, faire des tags dans la rue, bref, on est les années 90. Donc, ces gens-là, quand même, aiment toujours le catch, mais ce qu'ils veulent, c'est justement un petit peu de nouveauté. Et donc, on va partir sur une espèce d'époque trash où on va totalement bouleverser les codes. Et la WCW va prendre en premier ce chemin-là en créant la NWO. Et oui, New World Order, donc c'est instigé, à l'époque c'est créé avec Scott Hall et Kevin Nash, qui sont deux anciens WWE qui arrivent à la WCW. Et donc il y a un troisième homme, et ce troisième homme c'est Hulk Hogan. Et là c'est la grosse surprise, puisque c'est le heel turn le plus... je dirais le plus surprenant de l'histoire, le plus violent, puisque Hulk Hogan était quand même le symbole de tous les grands faces du catch, et là, il tourne heel, et c'est la folie, les fans... au début sont pas contents, le jour même, donc c'est au pay-per-view Bash at the Beach 96, ça balance des papiers, ça balance du coca, bref, c'est la dinguerie cette promo, ce segment, mais après, ça tourne plutôt bien pour Hogan, qui représente vraiment, qui cristallise un peu ce côté trash, un peu ce côté... ouais, puis en plus il en joue vachement, parce que le mec a été le héros pendant 10 ans, et il explique que là, ça le saoule, que les fans sont pas... ok avec ça, qui sont pas reconnaissants, et donc c'est très crédible. Je pense qu'Hogan en plus a pas de mal à être un bon heel sur le ring, et on a donc cette période NWO absolument génialissime entre 96 et 98 pour le génial. Après un petit peu moins bien, mais si vous voulez plus d'informations sur cette promotion qu'est la WCW, je vous conseille ma vidéo sur les erreurs de la WCW, qui est un classique un peu de la chaîne Dr Wrestling. Je crois qu'il y a 150 000 vues, c'est une vidéo très complète de 20 minutes, un top 5, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, Hulk Hogan clairement symbolise la WCW, puisque c'est aussi grâce à Hogan que la WCW est passée en tête des audiences, et ça c'est absolument indéniable.
Allez, on va maintenant parler d'un compatriote de Hulk Hogan, un compatriote de ville, puisqu'ils viennent du même endroit. On va parler de This is Sting. Et oui, Sting qui vient, comme Hulk Hogan, de Venice Beach en Californie. Ce sont leurs villes d'origine à ces deux galopins. Je ne suis pas sûr qu'ils s'aiment beaucoup dans la vraie vie. En tout cas, Sting et Hulk Hogan, du coup, représentent effectivement WCW. Sting, alors, c'est assez différent pour Sting. Sting, c'est un pur produit WCW. À l'époque, avant NWO et tout, la WCW était appelée NWA. Et en fait, on a eu la bascule, la transition à partir de 1992. Et bien tout à cette période-là, Sting était déjà catcheur de la NWA WCW, puisqu'il a démarré dans les années 80. Il a notamment catché lors de Clash of Champions 89 contre Ric Flair. Il a eu des grosses rivalités. Bref, Sting, il a toujours été WCW guys. Il a jamais catché à la WWE jusqu'à 2014. C'était le dernier des Mohicans à ne jamais avoir catché, c'est Vince McMahon. Aujourd'hui, c'est fait. En tout cas, Sting, effectivement, c'est la WCW, puisque, comme je le disais, il a donc eu des grands matchs dans l'histoire avec les vieux Clash of Champions à l'époque où le catch était différent. La WWE c'était déjà de l'entertainment et la WCW c'était déjà des histoires racontées sur le ring avec du catch quoi. Et on a un peu ce parallèle aujourd'hui avec AEW et WWE, mais dans les années 80-90 c'était déjà ça. Et donc Sting il a eu cette période un peu surfer Sting avec cette coupe peroxydée, ses cheveux blonds et ses peintures partout sur la tronche. Et après il y a eu également un changement de personnage, un changement de gimmick assez drastique pour Sting qui est devenu The Crow, avec ce maquillage blanc, ses cheveux noirs, ce côté un peu gothique, un peu Undertaker, hein. Je pense qu'il y a vraiment ils ont dû s'inspirer quand même de l'Undertaker et surtout du personnage de Crow de Brian Lee, il me semble, à la télé à l'époque. C'était un peu les mêmes peintures faciales et ça a marché absolument, c'était génial, vraiment. La foule en 97, en 96, 97 quand il y a eu ce changement. Sting à l'époque ne catche jamais, s'en prend à Hulk Hogan et à la NWO mais ne catche pas pendant un an. Le pinacle de cette rivalité arrive à Starrcade 97 et là c'est un échec. C'est un échec, je vous laisserai regarder le top 5 sur la WCW pour tout vous expliquer, sinon cette vidéo va durer des plombes, mais il y a tellement de choses à dire sur la WCW, en tout cas voilà, ça Starrcade 97 c'est un échec, on n'y reviendra pas, tout est expliqué dans le top 5 sur la WCW, en tout cas Sting, effectivement, bien entendu, c'est un WCW guy, et il représente tellement bien cette compagnie, il a tellement donné pendant toutes ces années, donc voilà, Sting, bien entendu dans cette liste. Goldberg, voilà ce que chantaient les fans de catch dans les années 90, puisque oui, aujourd'hui on le connaît, Bill Goldberg comme étant un vétéran, un petit peu vieux, un petit peu usé, pas de cardio, dans les grosses affiches, dans les main events, ça saoule un peu les gens, ce qui est normal. Mais dans les années 90, Goldberg, c'était la superstar, hein, c'était la superstar. À l'époque, il y avait Hogan et il y avait Goldberg à la WCW, enfin dans les années Attitude Era, NWO, il y avait ces deux personnages-là. Dans le monde du catch, il y avait Hogan, Rock, Austin et Goldberg. C'était le quatuor absolument épique en 98. Et Goldberg, effectivement, quel personnage! Je vais vous faire un petit peu son historique rapide. Il arrive fin 97, il démarre de nulle part, c'est un mec... il est green comme on dit, il a jamais catché, ils l'ont juste trouvé dans un gymnase et il commence une série un peu d'invincibilité, il catche dur, il catche fort sur l'homme, il commence à terrasser tout le monde, tous les jobbers, machin. Après il commence à prendre le titre des États-Unis, je crois qu'il le prend à Raven à l'époque. Puis après il y a une espèce de Goldberg mania qui s'installe puisque le mec enchaîne les victoires, donc ils font une espèce de streak à base de 170 victoires, 0 défaite. Bon, il cheat un peu, il triche un peu au niveau des chiffres hein, parce que il a jamais catché autant Goldberg. Bref, il arrive pendant un an, il catch comme ça, il est imbattable, il remporte l'été le titre de champion du monde chez lui à Atlanta, au Georgia Dome face à Hogan dans le main event d'un Monday Night Raw, c'était même pas un pay-per-view. Alors ça fait partie des erreurs pour moi de la WCW, mais encore une fois c'est dans le top 5. En tout cas, voilà, Goldberg est champion, double champion États-Unis, WCW, bref, imbutable. Et à la fin de l'année, il y a ce Starrcade 98 où Goldberg perd pour la première fois avec ce coup de taser de Scott Hall. Donc c'était un match contre Kevin Nash et c'est Kevin Nash qui bat Goldberg, qui lui enlève cette streak d'invincibilité. Et derrière, c'est la catastrophe pour Goldberg, on a vu avec le film ce que ça a fait de perdre comme ça. Eh bien 20 ans plus tôt, c'est ce qui est arrivé à Goldberg, qui s'est après embourbé un peu dans la mid-card et qui a perdu tout son intérêt à la WCW à une époque, je rappelle, fin 98, où il fallait que la WCW soit meilleure, puisque la WWE allait passer là directement, elle allait repasser dans les audiences le 4 janvier 99. Et c'est peut-être effectivement l'un des faits, mais après effectivement il fallait le faire perdre, comme dit Kevin Nash maintenant en interview, il fallait faire perdre Goldberg,
Et donc, eh ben, ils l'ont fait à Starrcade 98. Mais sale manière quand même. Ah justement, je viens d'en parler, mais comment ne pas évoquer le cas Kevin Nash? Et oui, c'est le qu'on l'appelait Diesel à l'époque de la WWE, représente bien entendu la WCW. Quel talent, enfin, quel talent, quel un peu opportunisme pour Kevin Nash qui a senti un petit peu là où il y avait de l'oseille, là où il y avait de l'influence et du pouvoir. On sait que Kevin Nash avait beaucoup d'influence à la WCW, qu'il était l'un des bookers d'ailleurs à la fin, et il s'est souvent mis en avant. D'ailleurs, on en parlait juste avant, il a pris la streak de Goldberg et il a été un petit peu dans les grands coups. Il a été, quand il y a eu la fusion, enfin la scission de NWO, il était le leader de NWO Wolfpack, à l'époque la version rouge, qui comportait notamment Sting, voilà, c'était NWO Wolfpack, les rouges, contre NWO Originals, les blancs. Et c'était, oui, ça fait partie de l'histoire. Après, Kevin Nash a su vraiment se mettre en avant. Il a toujours été un peu là entre 96 et un peu la fin 99-2000. Kevin Nash a vraiment été là. Il a même peut-être un peu pomper un peu l'énergie de la WCW avec ses choix, avec ses décisions politiques. On sait que Eric Bischoff, le président de la WCW, était quand même assez influençable par ses catcheurs, Hogan, Nash, et qui avait quand même beaucoup de politics, d'opinion, voilà, dans les vestiaires, en mode lui, machin, on va le mettre, pas lui. Là où la WWE avait ce taulier qui était Vince McMahon et qui était le décisionnaire absolu, et peu importe d'ailleurs la décision qu'il prend, aujourd'hui on peut le voir, hein, c'est lui le chef, il n'y a pas de problème. Les décisions, elles sont discutables. Mais à l'époque, Vince McMahon, il était carré, il était dur, et voilà, ça partait pas en steak. La WCW, bon, c'était un peu plus folklore, et donc Kevin Nash faisait partie un peu de cette tambouille, mais quand même, sur le ring, il a raconté des histoires assez intéressantes, et effectivement, que Kevin Nash, bien entendu, représente cette compagnie qu'est la WCW. Bien entendu, il est dans cette liste assez honorable quand même, parce que la WCW, c'est quand même une institution. Allez, c'est l'heure de parler du dernier nom, puisque cette vidéo commence à un petit peu à traîner en longueur, et vous le savez, je n'aime pas les vidéos trop longues. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au 5e nom maintenant, d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui? Et on va donc parler de Monsieur Nature Boy Ric Flair. Bien entendu, comment ne pas conclure cette vidéo en parlant de celui qui représente également la WCW et surtout la NWA de l'époque, un petit peu comme Sting. Il faut pas s'en cacher, effectivement, c'est la même période, les années 80, Flair, même début des années 80 pour Ric Flair, il a fait toutes les années 80 à la WCW, enfin la NWA. Puis après, il a fait une année à la WWE en 92 qui était excellente, avant de retourner à la WCW où c'était pas trop mal. Jusqu'à un petit peu l'effondrement, puisque Ric Flair n'était plus trop présent pendant justement cette période Attitude Era NWO. Et bon, après c'était un peu plus compliqué, il a eu pas mal de conflits avec Eric Bischoff. Avant ça, c'était avec Jim Herd, le président de la WCW en 92, d'ailleurs c'est pour ça qu'il part. Mais voilà, clairement Ric Flair, c'est la WCW jusqu'au bout. En plus, Ric Flair, il fait le dernier match, d'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il fait le dernier match de Nitro, Monday Nitro, en 2001, en mars 2001, face à Sting. C'est le main event, Sting contre Ric Flair. Les deux vieux loups qui s'affrontent une dernière fois, et Ric Flair est toujours là. En 2000, Ric Flair, il était là, il avait cette gimmick de président de la WCW. Il faut savoir qu'en 2000, c'était mort, la WCW c'était déjà enterré. Il n'y a plus personne qui regardait, les histoires c'était rocambolesque. Et bah Ric Flair, il était là en mode, il est président, il y a son fils qui catch, bref. Ric Flair, il s'est mouillé la nuque jusqu'au bout, quoi, donc... Bien entendu, aujourd'hui, Ric Flair, il représente à la fois de la WWE, puisqu'il a fait quand même quelques années après, à partir de 2002 jusqu'à 2008, il catch pas mal, il est dans l'évolution, bref, il est là, donc il représente aussi la WWE, mais il représente tellement plus fort la WCW et la NWA, donc voilà. Ric Flair avec Sting, c'est peut-être voilà ceux qui représentent peut-être le plus. Hogan a peut-être plus eu d'impact médiatique, puisque c'était au moment où le catch était vraiment... Il y avait vraiment beaucoup de monde qui regardait le catch. À l'époque, il y avait 10 millions de spectateurs, hein, quand c'était la guerre des ratings. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Donc voilà, vous avez vu comme ça a baissé quand même en quelques années. En tout cas, voilà, Ric Flair, largement dans cette liste des plus grands talents, des plus grands catcheurs de cette magnifique quand même, parce qu'elle était magnifique, WCW. Voilà pour cette vidéo un petit peu nostalgie. Je vous cache pas que ça me fait extrêmement plaisir de vous parler de la WCW. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, qui connaissent pas forcément trop bien. Encore une fois, je vous conseille de regarder ma vidéo top 5 sur la WCW et les erreurs qui ont détruit cette compagnie, qui avait un potentiel absolument monstre. Je songe à parler à nouveau de la WCW dans plusieurs types de vidéos, notamment dans les uchronies, et je vous prépare peut-être quelques surprises là durant le début d'année,
l'année, la moitié de l'année 2022. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me donner vos avis d'ailleurs dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aviez regardé un peu WCW, peut-être à l'époque sur Canal+, si vous êtes un vieux de la vieille, ou si vous n'avez jamais regardé cette promotion, que ça vous intéresse. En tout cas, voilà, j'attends tous vos commentaires comme d'habitude. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour un prochain projet. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.